soir. Le constat d'échec des 12 en Yougoslavie, la Troïka européenne n'a pas réussi à rétablir la paix en Croatie. Négociations pour la paix au Proche-Orient, James Baker poursuit sa tournée dans les pays du Maghreb. Ce sont les deux grands titres de l'actualité, commentés ce soir par Edwige Avis. Le ministre de la Coopération revient d'un voyage de 4 jours au Bénin. Nous y reviendrons au cours de cette édition. Mais d'abord, la profonde inquiétude de l'Europe face à la crise yougoslave. La Troïka parle ce soir d'une menace de catastrophe. Philippe Pister. Une voiture de la milice croate criblée de balles. Malgré les appels au cessez-le-feu, les armes ne veulent pas se taire. Dans la capitale yougoslave, tendue, le visage grave, les ministres de la Troïka européenne concluent à l'échec de leur médiation. Nous avons tout essayé. Ce pays va désormais au devant de la tragédie et de la catastrophe. En substance, les propos du néerlandais Van der Broek. Il ajoute « Nous n'avons pas obtenu le consentement de tous les facteurs politiques clés ». Dans l'après-midi, les 3 Européens devaient rencontrer la présidence collégiale yougoslave au grand complet. Il y avait en fait 3 chaises vides, celle du représentant de la Serbie et de ses alliés du Voïvodine et du Kosovo. L'objectif de la Troïka était d'obtenir la signature par toutes les parties d'un mémorandum étendant la mission des observateurs européens à la Croatie. Bref, la situation est complètement bloquée, d'autant qu'hier, le Parlement croate n'a approuvé que partiellement le plan adopté par la présidence fédérale, prévoyant un cessez-le-feu immédiat et absolu. La Croatie accepte ce cessez-le-feu, mais refuse que la commission de contrôle de cette trêve soit dirigée par un Monténégrin allié de la Serbie. La Croatie va saisir la conférence d'Helsinki et l'ONU. Quant à l'Allemagne, elle demande ce soir la convocation pour demain d'une réunion exceptionnelle des chefs de la diplomatie des 12. Edwige Avis, 4e mission de paix des 12 en Yougoslavie et toujours l'impasse. Comment régler le problème croate ? Je vous dirais tout d'abord ma vive préoccupation. Cette situation est très grave. Il y a tous les éléments d'une guerre civile en Europe à nos portes. Et il ne faut absolument pas que les Européens baissent les bras. Ceux qui sont à l'origine de l'intransigeance actuelle prennent une très lourde responsabilité. Que les Européens se retrouvent demain, c'est absolument indispensable, nécessaire. Je voudrais rappeler que cette question de l'Europe, de la prévention des conflits en Europe, depuis plusieurs mois, elle est présente dans tous les esprits. Au moment de la conférence de Paris qui s'est tenue sur la sécurité en Europe, on a élaboré un mécanisme, mais qui ne joue qu'entre États. C'est le centre de prévention des conflits. Et aujourd'hui, on est obligé de mener beaucoup plus loin la réflexion. Au-delà de la circonstance particulière et grave de la Yougoslavie, le problème qui se pose réellement, c'est de savoir si, oui ou non, il faudra mettre en place une force d'interposition en Europe, comment le faire, si c'est possible. Et je crois que beaucoup de pays, actuellement, ont cela dans l'esprit face à la situation d'aujourd'hui. 2 principes s'opposent, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et la non-ingérence. Alors que faut-il faire entre les deux ? Bien justement, c'est la question qui est posée aux Européens, sur laquelle probablement demain ils vont se pencher. James Baker poursuit sa tournée dans les pays du Maghreb. Au centre des discussions, toujours le problème de la participation palestinienne à une conférence de paix. Des Palestiniens bien décidés à être présents, des Israéliens, eux, qui restent fermes sur les conditions de leur participation. Alain Chabot. C'est par un vote sans surprise que le gouvernement de Yitzhak Shamir s'est donc prononcé ce matin. Seuls 3 ministres, dont Ariel Sharon, pourtant membre du parti au pouvoir, se sont opposés à la décision du Premier ministre. Israël devrait donc participer à la future conférence de paix, mais à condition que les représentants palestiniens ne soient ni désignés par l'OLP, ni originaires de Jérusalem-Est. Une position toujours incompatible avec les exigences de l'OLP, qui souhaite bien entendu avoir son mot à dire. Certes, un responsable de la centrale palestinienne a laissé entendre aujourd'hui qu'un compromis était possible. Mais Yasser Arafat, arrivé cet après-midi à Alger, n'a rien confirmé, se contentant de déclarer qu'il reste favorable à la paix, mais pas aux dépens des Palestiniens. Quoi qu'il en soit, le forcing diplomatique se poursuit. Les responsables algériens qui se sont entretenus avec Arafat recevront demain James Baker. Le secrétaire d'État américain termine une tournée des capitales du Maghreb, commencée hier par le Maroc, où il a invité Hassan II à se joindre à la conférence de paix. Aujourd'hui, James Baker était à Tunis pour des entretiens avec le président Ben Ali. Autant de démarches qui permettront peut-être de régler le problème de la représentation palestinienne. Mais pour l'instant, c'est toujours l'impasse. Edwige Avis, la France soutient activement le plan de paix américain. Elle fait également entendre sa voix, sa différence pour défendre la cause des Palestiniens. C'est une voie qu'il faut poursuivre. Vous savez, ça m'ennuie un peu qu'on présente les choses comme cela, parce que moi j'étais aussi un grand témoin en 1982
Lorsque le président de la République, François Mitterrand, est allé en Israël, je l'accompagnais pendant son discours à la Knesset, lorsqu'il a rappelé l'importance que la France accordait à une conférence internationale et aussi l'importance permanente que nous avions accordée à deux principes, le droit pour les Palestiniens d'avoir une patrie et le droit pour Israël d'avoir des frontières sûres et reconnues. Alors, je crois que la France n'a jamais été ambiguë. Elle a toujours dit quelle était la voie à suivre dans son esprit pour aboutir à une solution de paix. Alors aujourd'hui, que faisons-nous? Évidemment, nous encourageons toutes les démarches diplomatiques. Nous encourageons tout ce qui peut conduire aussi les pays du Maghreb à participer à cette conférence. Nous avons, comme vous le savez, et Roland Dubas l'a encore montré récemment, une capacité de dialogue avec les Palestiniens. Donc c'est tout ça aussi que nous mettons dans la balance. Et je voudrais aussi ajouter quelque chose. Au moment où nous nous engageons résolument dans l'Union européenne, vous savez que nous en sommes des défenseurs fervents, un pilier, et que l'Europe participe en tant que telle à cette conférence, elle y participera au niveau de sa présidence, eh bien, moi je crois que c'est une bonne occasion, justement, au niveau du Conseil des ministres, puisque c'est comme ça que les prises de position vont se faire, que les Européens parlent d'une seule voix sur ce sujet extrêmement important. L'État hébreu doit-il à terme restituer les territoires occupés? Écoutez, ne me posez pas de questions sur ce qui sera la discussion même de cette conférence. J'ai répété les principes même que la France a exprimé à plusieurs reprises, et elle n'a pas été la seule. Beaucoup d'autres pays, il y a eu aussi des résolutions de l'ONU, je les rappelle, le droit pour Israël d'avoir des frontières sûres et reconnues, et le droit pour les Palestiniens d'avoir une patrie. Les deux sous-officiers français qui avaient disparu mardi dernier à Koweït ont été victimes d'une tempête de sable à la frontière irako-koweïtienne. Les deux hommes ont été remis hier soir aux représentants de la Croix-Rouge à Bagdad. Ils rentreront au Koweït demain matin. Dénouement heureux pour les passagers du paquebot grec Océanos. Après une nuit d'angoisse, ils ont pu quitter le navire en perdition au large des côtes sud-africaines. Une spectaculaire opération de sauvetage. Didier Auriac. Ne l'appelez plus jamais l'Océanos. Après avoir laissé tomber ses passagers, le paquebot grec a en effet disparu sous les flots près de Durban en Afrique du Sud. Fort heureusement, les 600 passagers et membres d'équipage ont pu être sauvés, grâce notamment à l'intervention d'hélicoptères de l'armée sud-africaine. 300 personnes ont ainsi été élitreillées jusqu'au rivage. Une croisière insolite entre ciel et mer, au large de la côte sauvage, une mésaventure que les rescapés ne sont pas près d'oublier. Il n'y avait vraiment rien à faire, des bateaux ont essayé de s'approcher, mais c'était vraiment beaucoup trop dangereux. On ne savait pas quoi faire, on a juste essayé de voir si tout le monde allait bien, parce que c'était vraiment la panique, avec les enfants notamment. L'intervention des hélicoptères et celle de plusieurs navires marchands aura permis d'éviter le pire. 1h30 après l'évacuation du dernier passager, le paquebot a en effet disparu dans l'océan Indien. Malgré des vagues hautes de 8 mètres, malgré les vents violents qui soufflaient en cette fin d'hiver austral, les sauveteurs auront réussi l'impossible. Reste maintenant à expliquer comment une entrée d'eau a pu se déclencher dans la salle des machines, provoquant ainsi ce naufrage. En une semaine, les inondations auront fait plus d'une centaine de morts en Europe centrale. Après la Roumanie et l'URSS, dernière victime, l'Allemagne et l'Autriche, où la situation s'améliore ce soir. Nicole Bappel. Depuis une semaine, l'Europe centrale est prisonnière d'inondations catastrophiques. Ces images du 30 juillet ont été prises en Roumanie après la rupture d'un barrage près de Bacău. Bilan, 71 morts, 13 000 sinistrés et des dégâts estimés à 50 millions de dollars. Cette dépression atmosphérique sévit également depuis plusieurs jours sur l'URSS. Précipitations, tornades ont détruit un oléoduc, coupé les voies de chemin de fer. Selon la Pravda, des trombes d'eau sans précédent ont causé la mort de 27 personnes dans 3 villes sur le bord de la mer Noire. Il y a 48 heures à peine, l'Europe est à son tour victime de pluies torrentielles. Ici à Passau, à la frontière germano-autrichienne, dans la nuit, l'eau atteint une telle pression qu'il faudra ouvrir les vannes du barrage pour libérer 4 millions de mètres cubes d'eau. 1,20 m dans les rues, des exploitations dévastées et 5 morts dans la région bavaroise. Plus touchée que l'Allemagne, l'Autriche, glissement de terrain dans le Tyrol et en Styrie, l'eau du Danube et des lacs envahissent les terres. 1,50 m d'eau à certains endroits.
Pompiers, armées, Croix-Rouges et volontaires se sont mobilisés. L'ambassade d'Autriche fait état de 4 personnes tuées, dont un enfant. Aujourd'hui, l'apaisement, dit-on en Autriche, semble venir de l'ouest. Le soleil brille sur Vienne et l'état de ville sinistré de Salzbourg vient d'être levé. Mais les dégâts sont inestimables. L'Afrique invente sa démocratie, troisième et dernier volet de notre série de reportages au Bénin. Un petit état du golfe de Guinée, autrefois repoussoir de l'Afrique francophone, aujourd'hui point de référence sur le continent noir. Le Bénin a réussi à se débarrasser d'un président dictateur par les urnes. Enquête de nos envoyés spéciaux Marc Mémon et Georges Minangua. Le quartier latin de l'Afrique, le Bénin n'a pas usurpé cette réputation depuis 1 an et demi. Ici, c'est la démocratie. Une démocratie authentique qui n'a rien à envier aux Occidentaux. C'est aujourd'hui un modèle, la référence du continent africain. Élection au suffrage universel, les Béninois viennent de choisir parmi de nombreux autres candidats leur président de la République. Sa philosophie peut se résumer en quelques mots, pas de victoire sur le sous-développement sans liberté. Les gens ne veulent plus recommencer ce que nous avons subi. Ce qui est vrai pour les pays de l'Est, qui ont subi vraiment un système de totalitarisme, est vrai également pour l'Afrique. Ce que nous avons réalisé ici, au Bénin, sortir pacifiquement de la dictature et aboutir à cela, ça vient de nos traditions, de la maturité et de l'esprit de responsabilité de notre peuple. Régime laxiste béniniste. Les Béninois avaient baptisé ainsi le régime précédent. L'une des priorités aujourd'hui, c'est de traduire dans les institutions la démocratie retrouvée. L'artisan de la transition démocratique sans violence, celui que l'on appelle ici Monseigneur, l'archevêque de Cotonou, assiste à la cérémonie officielle pour l'investiture du président de l'Assemblée nationale. Si les hommes ont changé, le peuple n'est pas encore convaincu que les mentalités aient changé et que ce que l'on reprochait à certains de l'ancien régime ait complètement disparu. Je pense par exemple au pot de vin qu'on exige. Je pense par exemple au détournement. Le peuple n'est pas convaincu que tout ceci ait disparu. Et si le peuple n'est pas convaincu, je suis du côté du peuple pour le dire. La Gazette du Golfe est l'un des 40 titres qui font la presse béninoise, des journaux qui rayonnent sur l'ensemble du continent, une insolence qui n'épargne pas le nouveau pouvoir, ni l'action de la France en Afrique, du moins dans le passé. La France a beaucoup aidé les dictatures en Afrique. Depuis qu'il y a la démocratie, on ne voit pas ce que la France fait. Et c'est maintenant qu'il faut aider les pays africains et francophones pour pouvoir asseoir cette démocratie-là. Sinon, elle va voler en éclats. L'ancien régime n'a rien laissé. Fragile démocratie surveillée par les pays riches. On pensait l'Afrique dans le coma, mais ce qui se passe aujourd'hui à Cotonou montre qu'elle est en pleine renaissance. Edwige Avis, vous avez entendu l'appel lancé par ce journaliste béninois. Il faut aider, dit-il, les pays africains qui se démocratisent. Alors comment améliorer aujourd'hui la coordination de l'aide européenne? Vous revenez d'un séjour de 4 jours au Bénin. Alors, avant de parler de l'aide européenne, ce commentaire, ces images appellent quand même quelques illustrations supplémentaires. Je dirais que vous avez typiquement devant vous l'exemple qui a d'ailleurs eu un effet de détonateur sur d'autres pays africains, d'états généraux qui se sont créés spontanément dans un pays, avec côte à côte les églises, les intellectuels, les gens les plus pauvres, la bourgeoisie, pour fabriquer une assemblée constituante et ensuite des institutions démocratiques avec un président élu. Alors ça, c'est assez étonnant et ça a été suivi des faits dans d'autres pays. À partir de là, évidemment, les problèmes de développement font une route commune avec les problèmes de la démocratie, parce qu'une démocratie soulève toujours des aspirations sociales considérables et automatiquement les problèmes de développement remontent encore plus à la surface. Alors moi j'ai envie de répondre, mais avec beaucoup de franchise, parce que aujourd'hui je crois qu'il faut avoir un dialogue très franc avec les pays africains, leur expliquer ce qui va et ce qui ne va pas, leur dire que nous travaillons comme des partenaires, nous respectons ces pays, ils sont nos égaux, nous travaillons comme des partenaires, donc on peut dire aussi ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est un certain nombre de choses. C'est
par exemple, que l'organisation de l'État soit généralement rudimentaire. C'est très difficile encore aujourd'hui de suivre les budgets, de suivre la mécanique financière. Alors là, nous pouvons aider beaucoup parce que nous avons un savoir-faire, des démocraties anciennes qui se sont fabriquées leurs appareils d'État, et nous pouvons aider, même pour répondre à ce que disait Monseigneur de Souza, à faire en sorte que les choses soient plus transparentes, qu'il y ait une véritable approche de la volonté du peuple, c'est-à-dire savoir ce qui se passe, qu'on fait de l'argent. Ça, je crois qu'on peut être extrêmement utile et efficace. On peut les aider aussi dans les projets de développement proprement parler. Moi, j'ai visité par exemple à Cotonou un hôpital que nous allons refaire de fond en comble. Il y a un projet de route et venons-en à la participation des autres Européens. Compte tenu de l'immense masse de demandes des pays africains, on ne peut pas travailler tout seul. Donc, moi, je suis résolument décidée, et le Premier ministre, Mme Edith Cresson, m'a demandé de regarder ce qu'on pouvait faire en ce sens, à utiliser toutes les bonnes volontés, à faire en sorte d'appeler sur des projets de développement d'autres pays partenaires d'Europe. Par exemple, au Bénin, ce seront les Allemands. J'ai l'intention de me rendre à nouveau au Bénin avec mon collègue allemand, ministre de la Coopération et du Développement. Et au-delà, utiliser mieux les crédits européens, parce que la France investit beaucoup dans l'Europe. Il y a un Fonds européen de développement. Nous y participons, je crois, à hauteur de 27%. Ce n'est pas rien pour ce qu'on appelle les PACP, les fameux accords de Lomé. Et puis au-delà, être capable peut-être de mieux plaider ou mieux aider nos partenaires à plaider leurs dossiers auprès des grands bailleurs qui leur mettent beaucoup de conditions, mais c'est aussi des conditions de rigueur que sont le Fonds monétaire et la Banque mondiale. J'ai été brève, mais... Vous parliez de rigueur, le ministère de la coopération ne fait pas partie des priorités budgétaires pour 1992. Est-ce que vous allez souffrir de la rigueur justement l'année prochaine ? Je dois vous rassurer complètement. Je n'ai pas à me plaindre du tout du budget que j'ai pour l'année 1992. On a tenu compte de nos observations et c'est un budget un peu compliqué parce que nous engageons des projets qui font intervenir d'autres financements. Par exemple, des financements de la Caisse centrale de coopération économique. Alors, c'est un budget, on ne peut pas raisonner uniquement sur lui. Vous n'avez pas à vous plaindre en tout cas. Non, je ne crierai pas. En France, alors que le mouvement des fils de harkis s'organise en coordination nationale, le président de l'association France Plus appelle cette communauté à refuser la violence. Areski Damani était l'invité du forum RMC L'Express. Moi, je comprends la haine et la rage aujourd'hui de ces jeunes. Je comprends leur combat. Leur combat est juste. L'histoire de leurs parents fait partie désormais de la mémoire nationale. Mais en même temps, je dis attention. Attention de ne pas tomber dans le piège de la provocation, de la manipulation. Car aujourd'hui, il est temps de refuser la violence, car celle-ci, elle est illégitime. Pourquoi? Parce que tout simplement l'opinion publique risque de ne pas suivre, de ne pas comprendre. Il faut savoir arrêter un combat pour passer à la phase de la négociation et du dialogue. Car s'ils n'arrêtent pas aujourd'hui, s'ils ne fassent pas la négociation et au dialogue, eh bien l'image va se dégrader, ils vont être perçus comme des casseurs et des délinquants. Et ça, ce serait dommage pour eux. Edwige Avis, le gouvernement s'est montré ferme ces derniers jours face à la violence des fils de harkis. Pensez-vous que les mesures annoncées il y a quelques jours donc, vont suffire à calmer cette communauté ? Au moment où je rentrais de mon voyage en Tchad au Bénin, j'ai regardé une émission de télévision justement où l'on retraduisait la rencontre qui avait eu lieu entre Laurent Catala, mon collègue, et les harkis. J'ai d'ailleurs constaté que les harkis avaient décidé de s'organiser pour mieux présenter leurs revendications. Alors, moi, je ne pense pas qu'on puisse résoudre quoi que ce soit par la violence. Les mesures du gouvernement sont des mesures importantes. Ce que les harkis veulent et leurs enfants, c'est être considérés. Et ce que disait tout à l'heure celui qui s'est exprimé avec beaucoup de conviction, à savoir qu'on n'est pas considéré. Quand on adopte la violence comme langage, je le partage tout à fait. Moi, je demande simplement que l'on considère les mesures que le gouvernement a prises, qui ne sont pas inimportantes, et que l'on respecte aussi ce dialogue que le gouvernement a voulu faire intervenir. Le petit David, retrouvé sain et sauf par les gendarmes ce matin, l'enfant autiste âgé de 13 ans avait disparu vendredi dernier près de Pont-de-Montvert dans la Lozère. D'importantes recherches avaient été lancées pour le retrouver. FR3 Montpellier, Laurent Souhaut. Après 3 jours de recherche difficiles, David a enfin été retrouvé. Autiste, l'enfant âgé de 13 ans avait disparu depuis jeudi soir près de Pont-de-Montvert en Lozère. Hier, plus de 200 personnes étaient mobilisées pour ratisser le terrain, pompiers, gendarmes, légionnaires de la région et de nombreux bénévoles. Sans succès.
C'est ce matin que les efforts ont enfin été récompensés. Malgré les nuits fraîches à 1200 mètres, l'enfant était en bonne santé lorsque les gendarmes l'ont retrouvé blotti sous des genêts. Il ne se manifestait pas parce que cet enfant est sourd et ne peut émettre que de petits cris. Donc il ne pouvait pas signaler sa présence. Il était blotti au milieu des genêts et il était en bonne santé apparemment. La famille, en vacances dans un gîte rural à Lermay, est rassurée. Maintenant que tout va bien, on repense à tout ce qui s'est passé et on a simplement envie de dire merci à tous les gens qui ont été là et qui se sont mobilisés pour nous aider à chercher, que ce soit l'armée, les légionnaires, les gendarmes, les pompiers qui sont venus de partout, les bénévoles qui sont venus de toutes les communes alentours, même de plus loin. Et on voudrait remercier tout le monde et dire qu'on est très heureux et qu'aujourd'hui on en profite, quoi. Natation, record d'Europe pour Stéphane Caron aux 100 mètres de nage libre des championnats de France qui se disputent à Millau. Il a réussi 49 secondes et 18 centièmes. L'ancien record appartenait à l'Italien Lamberti. Voile, troisième étape de la course en solitaire du Figaro entre Concarneau et Riron en Espagne. Troisième victoire d'affilée pour Yves Parlier. Jean-Philippe Thiers. Troisième étape, troisième victoire. Décidément, Yves Parlier ne laisse pas beaucoup de chance à ses poursuivants. À Riron ce matin, il devance le deuxième de plus d'1h30. Parlier consolide donc sa première place au classement général. À 31 ans, ce Bordelais, architecte en matériaux composites, a bluffé tous ses adversaires. En maître tacticien, il a choisi de naviguer plus à l'ouest que les autres. Un choix judicieux qui lui permet de retrouver un vent plus fort et d'envoyer son SPI. Premier en Espagne, Parlier présente la particularité d'être le seul navigateur de la course, sans véritable sponsor. Une situation qui risque fort de changer, surtout s'il gagne. Là, je suis confiant, il ne faut pas que je prenne de risques, il faut que je contrôle les autres. Et s'il n'y a pas d'embrouille, ça devrait le faire jusqu'à l'arrivée. Même si Parlier fait figure de grandissime favori, il faudra attendre la quatrième et dernière étape, Riron-Lorient, pour connaître le nom du vainqueur. Beethoven, Richard Strauss et Giuseppe Verdi, les chorégies d'Orange 1991 jouent la carte de la qualité dans le cadre grandiose du théâtre antique. Première représentation hier soir d'Aïda, un des plus célèbres opéras de Verdi avec une distribution prestigieuse. Thierry Stampfler, Marie-Hélène Rocteau. Grandiose, forcément grandiose. La rencontre entre l'opéra égyptien de Verdi et le célèbre mur d'Orange promettait d'être spectaculaire. Elle le fut bien sûr, mais le triomphe obtenu par Aïda tient à d'autres éléments plus difficiles à réunir. La distribution vocale, essentiellement américaine, est de grande qualité. Et puis le très difficile équilibre réussi par Michel Plasson entre son orchestre et les chanteurs. On en oubliait presque l'immensité du lieu et ses 9000 spectateurs. On joue exactement comme on joue dans un théâtre, n'est-ce pas, finalement? Parce qu'il y a une acoustique qui est tout à fait miraculeuse, dans ce sens qu'on entend une personne chanter 6 pianos, et une personne chuchoter, on l'entend tout à fait. Bon, le seul ennemi possible, le seul ennemi vraiment, c'est le vent, on en avait un peu, mais il a été musical. Les directeurs d'opéra se l'arrachent. April Millau a 33 ans, un physique à la Bette Midler et une voix étonnante qui contraste avec des attitudes parfois outrancières. Oserions-nous dire qu'elle est tout simplement américaine jusqu'au bout des ongles? I need someone to sing his music with love and with respect and with humility and the proper color of the voice. It doesn't have to be big, it has to be round, it has to be velvet. And I think God has given me a great responsibility, and I hope to be strong enough, because it desperately needs it now in music. And I hope I'm the one. I hope.
Retour à l'actualité internationale avec cette dernière information. James Baker envisage un rôle de premier plan pour la CEE à la conférence de paix sur le Proche-Orient. Et Edwige Avis, c'est une nouvelle qui doit vous faire plaisir. Je n'en doutais pas. Alors, quelle va être, avant de vous quitter, la prochaine priorité du ministre de la Coopération? Je vais me placer sur un terrain philosophique, si vous voulez bien. Je ne parlerai pas des méthodes habituelles de travail d'un ministère. Je voudrais simplement dire que mon désir le plus sincère et le plus profond, c'est de donner aux pays avec lesquels j'ai la responsabilité au nom de la France d'engager des contacts, des relations et des politiques, le sentiment qu'ils peuvent s'en sortir et même d'aller plus loin, de leur donner le sentiment qu'un jour ils pourront s'en sortir tout seuls. Et concrètement, quelle va être sur le terrain l'action que vous allez mener? Oh, elle est multiforme, vous savez, la politique de développement est mal connue. C'est les hôpitaux, c'est les écoles, c'est les routes, c'est l'ajustement structurel, c'est l'aide à la mécanique financière, c'est tout ça à la fois. C'est très compliqué, c'est très intéressant, c'est un défi des temps modernes. Merci beaucoup d'avoir été le grand témoin de ce 19-20. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques petites secondes, le point météo complet de Michel Touré. Je vous retrouve à 22h20 avec un autre invité de marque. Michel Piccoli sera sur notre plateau pour son dernier film, Martha et moi. Voilà, très belle soirée à tous sur la 3. À tout à l'heure.